Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, que mon chal désiré, l'ordre bâtibulé, chez fidèle qu'à jappé. Madame, monsieur, c'est Mounien, belle bon souhait. Et oui, forcément, je me rassemble. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir dans le ATG Tonight Show. Comme tous les soirs, nous vous retrouvons pour le meilleur. Et oui, ce que compte la Guyane comme talent, comme politicien, comme économiste, comme artiste. Et vous, chers téléspectateurs, hop, vous êtes là. Eh bien, vous nous rejoignez de plus en plus nombreux, nous a-t-on dit forcément. Avec moi, comme tous les soirs, la belle, la sublimissime, elle vous avait manqué, j'en suis certain. Vous avez été aussi là encore nombreux à nous envoyer des mails. Où est-elle? Que fait-elle? Chers amis, elle revient. Après ce périple brésilien, elle va nous en dire plus. Voici Vanessa Geterns do Sucesso. Vanessa, comment vai? Bonsoir. Prenez. Ah oui, vous avez un micro. Non, mais on n'entend rien, donc ça sert à rien si vous. Voilà. Je rectifie tout de suite. Je n'étais pas au Brésil. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Faut pas déconner. Non, il paraît. C'est vous. Oui, il paraît que vous étiez au Brésil non, à faire un peu de. Ça. Non, pas du tout. Ça. Un peu de chirurgie esthétique, c'est ça? Non, pas du tout. Eh ben, faites-vous rembourser, parce que là. Mais j'en fais pas. J'ai pas besoin. Il y a erreur sur. Par contre, vous, pour sur la marchandise un petit peu, ça serait pas mal. Je suis en plein. Donc l'invité de ce soir. Très bien. Vous me cassez. L'invité de ce soir, ma chère, est un nom bien connu en Guyane et dans le monde entier, bien évidemment. Et pour cause, cet homme est un homme selon notre cœur. C'est un homme engagé depuis de très très nombreuses années d'ailleurs. Il va nous en parler. Un assez grand parcours. Voici monsieur, et vous allez le chercher s'il vous plaît Vanessa, monsieur Jean-Marie Taubira. On y va. Cher Jean-Marie, soyez le bienvenu, je vous embrasse. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Oui, c'est nous. Très très heureux vraiment. Ah, vous faites partie des gens qu'on avait envie d'inviter aussi, voilà. Merci. Tout le monde ne dit pas oui, surtout les politiciens. C'est vrai qu'on a des politiciens qui ont hésité, mais vous avez joué le jeu. On vous offre quelque chose à boire? De l'eau alors. Naxa, de toute façon. C'est une bonne chose. Ah bah tiens, Vanessa. Non. Comment ça, ce que vous avez dit, non. Bon. Remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Et vous le faites si bien. Vous essayez de me dresser en ce moment, Vanessa. Pas du tout. Ah, si, je vois que vous êtes un peu rebelle ces temps-ci. Mais on saura, Jean-Marie Taubira et moi-même, on saura vous calmer. Voilà. Tenez. Merci. Bon, alors, je disais donc qu'on est très très heureux parce que vous êtes, voilà Vanessa, un homme engagé depuis de nombreuses années. Je cache juste ma petite boisson, voilà. Je ne peux pas prendre de l'eau comme tout le monde. Pardon? Non mais j'ai déjà des problèmes de sucre, Vanessa, il faut que je puisse me... Vous voulez pas que je fasse une crise d'asthénie devant tout le monde? Bien sûr. Voilà, je vais cacher ça, où est-ce que je peux... Voilà. Comme à la maison. Ouais. Alors, Jean-Marie Taubira, quand j'ai vu votre bio, je me suis dit non, il y a une erreur. Vous êtes né en 1950. Eh ben oui. C'est vrai? Oui, tout à fait, au mois d'août. Je suis impressionné. Ah bon? Bientôt votre anniversaire alors? Oui, mais on fait de quelques mois quand même. Dans quelques mois, au mois d'août? Si je calcule bien... Non, bah tiens, Vanessa. Non, allez-y, je vous en prie. Ça ramène l'homme à quel âge alors? 64, 65. 65 ans. Vous ne les faites pas du tout. Non, mais absolument pas. Mais merci. Non, vraiment, vraiment. Merci. Ouais. Alors, vous êtes resté ici en Guyane dès votre naissance jusqu'à à peu près 21 ans. Ouais. Alors, vous dites d'ailleurs de vous que vous étiez assez turbulent, enfant. Oui, j'étais turbulent à la maison. À la maison, mais à l'extérieur, j'étais plutôt discret. En général, c'est l'inverse. Ouais, mais j'ai un frère, justement, qui a 18 mois de plus que moi. Lui, il était très calme à la maison et très turbulent à l'extérieur. Oui. Vous étiez combien de frères et sœurs? On était 11.
Ah ouais, on a une grande famille. Hein. Ça, oui, c'était l'époque où on faisait beaucoup. Ah ouais, oui. Beaucoup d'enfants. Oui, un peu comme... Enfin, c'est le propre des pays, on dirait, sous-développés. Hein. Ouais. Donc, c'est vrai. Là, quand il n'y a pas d'occupation, les couples faisaient beaucoup d'enfants. Et je sais qu'en Écosse, c'est la même chose. Ouais. En Irlande, c'est la même chose. Vous voyez, les pays qui sont les moins développés, il y a le plus d'enfants. Vous avez connu cette Guyane de 1950, une Guyane où il faisait bon vivre. Quels sont vos souvenirs d'enfance ? Eh bien, en fait, pour dire vrai, c'était un pays formidable où on ne faisait pas la distinction au faciès ou en fonction de la morphologie des gens. Vous regrettez cette époque ? Ah oui, parce que en fait, bon, dire regretter, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une époque où il faisait bon vivre, où les gens avaient le sens de la convivialité. C'était plus tolérant que maintenant ? Ah, beaucoup. Déjà, ne serait-ce que par là. Aujourd'hui, par exemple, il y a des clivages. Il y a des clivages. Moi, je n'ai pas le souvenir, en tout cas, de mon enfance et de mon adolescence, je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu autant de clivages. C'est-à-dire qu'on ne distinguait pas les gens au faciès. Par exemple, aujourd'hui, on dira facilement que quelqu'un de telle origine à partir de sa morphologie. Donc, c'est regrettable. C'est regrettable. Il y avait aussi une chose qui nous rapprochait, c'était le fait que toutes les personnes qui arrivaient en Guyane, la première langue que les personnes parlaient, c'était le créole. C'est le créole. Voilà, c'était la langue potomitante. Et en fait, après, on a voulu absolument que ce soit le français, et donc, alors que l'un n'empêchait pas l'autre. Alors, quand on vous voit et quand on vous entend, alors je caricature peut-être, mais on a l'impression que vous êtes un homme baigné dans les livres, qui n'a jamais quitté sa bibliothèque. Et pourtant, d'abord, l'homme aime travailler. Vous êtes un amoureux du côté manuel des choses parce que vous souhaitiez devenir, c'était quoi, ajusteur ? Ajusteur outilleur à mer. Ajusteur outilleur à mer, c'est quoi ? C'est un métier qui travaille le fer. Et donc, en fait, je ne pourrais jamais expliquer pourquoi j'avais ce désir-là, ouais. Mais c'est un désir très fort parce que... on a fait l'école missionnaire avec mon frère parce qu'on ne voulait pas. Le lycée, ça ne nous intéressait pas, en fait. Et donc, il fallait qu'on fasse ce métier. Tout simplement, je pense que c'est dû au fait qu'on habitait au 10 avenue Voltaire. Il y avait donc le collège d'enseignement technique. À l'époque, ce n'était pas des lycées, c'était un collège d'enseignement technique. Et on voyait donc les élèves passer. On les voyait, on était sur le balcon, on les voyait passer. Ils avaient leur salopette. Certains avaient le crayon dans les oreilles. D'autres avaient des limes. Les limes dans la salopette, d'autres avaient des combinaisons. Et donc, effectivement, c'est pour ça que, en fait, ce qui est important, c'est de se dire qu'il faut être toujours attentif à l'adolescence. Moi, c'est la leçon que je tire de ça, parce qu'on ne sait jamais quelles sont les idées qui pénètrent un adolescent et qui fait qu'il change de comportement. Il y a beaucoup d'adolescents qui ne savent pas quoi faire, et vous, tout de suite, vous vouliez faire ce métier d'ajusteur-outilleur. Oui, ajusteur-outilleur à main. Je précise pourquoi, parce qu'il y a ajusteurs qui ne travaillent que sur les machines. Ouais. Donc, il y a les tours, il y a les fraiseurs, les étaulimeurs, les machines-outils. Vous auriez pu le faire où, ce métier ? Parce dans la Guyane de 1950, j'imagine qu'il n'y avait pas 36 entreprises qui permettaient... Dans les années 60. Oui, non, mais effectivement, il n'y avait qu'une seule société familiale, une seule société qui faisait cette activité-là, c'était la famille Daniel. Ouais, donc c'était pas les Taubira, donc c'était pas possible d'y entrer, quoi. Non, pas tellement ça, parce qu'en fait, quand je suis allé le voir, parce que je l'admirais, monsieur Daniel, parce qu'il était tout le temps, mais tous les jours, quand je passais à la rue Mampaillé, je le voyais derrière son tour. Et donc, comme moi je savais utiliser le tour, je savais ce qu'il faisait. Parce que le tour, c'était quoi ? C'était une machine ? C'est une machine où on travaille le fer, c'est-à-dire on peut faire des tiges, on peut faire des vis, etc. Quoi. Donc, tout ça, c'était motivant, stimulant. Ça vous amuse beaucoup, Vanessa, visiblement. Oui. Non, mais je veux savoir, vous avez réussi à faire ce métier, vous avez dû changer. Oui, c'est une espèce d'aventure. On essaie de suivre. Il l'a fait, il l'a pas fait. Non, mais justement, alors, donc, lorsque je suis allé voir monsieur Daniel, il m'a dit qu'il travaillait avec son fils et donc il ne pouvait pas m'embaucher. Oui. Mais je passais quand même tous les jours pour voir. Vous essayez de vous placer quand même, mais... Non, pas du tout, parce que je savais que c'était un homme honnête et donc à l'époque, il y avait un respect entre les grands. Donc vous faites une croix un petit peu sur ce... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je fais, c'est que je vais... Juste à côté, il y avait monsieur Paul Désiré. Ouais. Je vais le voir parce que lui aussi travaille le fer. Sauf que lui, il faisait les balcons, il faisait les rampes, il faisait les croix. Rue Madame Paillet. Rue Madame Paillet. Oui.
le petit angle là. Vous voyez que je connais. Je travaille 2 mois là, je travaille 2 mois et puis je vois que c'est pas ça qui m'intéresse. Parce qu'il faut torsader le fer, bon, ça n'a rien à voir avec ajusteur, le métier d'ajusteur, c'est plus un métier de soudeur. Et donc ça m'intéressait pas du tout. Donc à cette époque-là, à la banque, ils faisaient des tests de concours, une sorte de concours. Et donc je passe le concours. Et vous rentrez, alors là cette fois-ci c'est carrément autre chose. Ah oui, c'est autre chose. C'est un métier où on travaille de ses mains et là vous rentrez carrément dans l'inverse, dans les chiffres. Ouais, dans les chiffres. Vous rentrez à la banque. On y reviendra justement. On va s'intéresser à ce que vous écoutez, mon cher Jean-Marie Taubira. Quand on connaît votre parcours politique, l'homme avec ses idées, on se dit forcément aussi, en homme de lettres, que vous écoutez, attention, ceci. À la mémoire de Georges Mizel. Accoudés au désir de la veille insatisfait, d'où nous venait l'encens sporadiquement têtu, la marée était basse, avec elle tout vol de flamand sans importance, et la voix du phare à des milles plus forte que l'incendie crépusculaire des palétuviers. Je précise que c'est lui qui choisit, hein, c'est pas moi. Longtemps tes mains s'époumoneront à rompre avec tout calcul, avec les heures, ces heures au bout desquelles nous étions de citrons pressés. C'est beau, Damas. Contre l'exagération de la servilité du sable, des amandiers de lance, des moustiques, des crapauds-bœufs, des lucioles qui ne comprenaient pas la démonstration, j'ai donné des années d'effort de l'épaisseur verticale de toutes leurs tours Eiffel. Non seulement c'est un grand poète, mais en plus il a une très belle voix. Ouais. On sait que une voix qui porte, je veux dire qui transporte. Léon Gontran Damas. Vous aussi, vous êtes un amoureux de la poésie. Pas autant peut-être que votre sœur. Oui, non, hein? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, pas que je veux me sous-estimer, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. Donc, non, Christiane, elle a baigné dans ça, elle aime ça. Bon, moi, j'aime bien plus les histoires de Gontran Damas, mais les poèmes sont très beaux. La voix est excellente. Je veux dire que c'est très intéressant. J'ai aimé certains poèmes. Bon, là, on va peut-être penser que c'est plus lié à l'aliénation. J'ai bien aimé les poèmes de Prosper Mérimée, de Dubélé. Ouais, Joaquin Dubélé. Donc, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, l'homme dit quand même qu'il a effectivement. Alors, non, vous inquiétez pas, même si certains ont pensé que vous aimiez sans doute Damas ou d'autres, mais vous dites vous aimez Joachim Dubélé. Citez Joachim Dubélé, ma chère. Non, pas du tout. Non, mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait dit que voilà. sa robe de pourpre soleil n'a point perdu cette veste. Ah, on a un poète, je savais que vous déclamiez de la poésie. Oui. Alors, il y a d'autres choses que vous écoutez, mon cher Jean-Marie Taubira. Ceci, on a enquêté. Ah oui, ça c'est Miles Davis. Je vois le contentement sur votre visage. Oui, non, mais parce que c'est un grand artiste. C'est un grand artiste. Il y a un lien avec les difficultés aux États-Unis. Monsieur Miles Davis. Grand trompettiste, un compositeur. C'est un peu fort, messieurs. C'est qui est derrière la sono? Ça doit être Gilles Vernet. C'est du jazz, il a dû mettre à fond. Hein c'est ça. Oui, non, mais c'est vraiment extraordinaire parce qu'en fait, c'est toute une épopée, toute une histoire. En plus, Miles Davis, contrairement à beaucoup de Noirs américains, il était issu d'une famille bourgeoise, afro-américaine bourgeoise. Et donc, il a fait de la musique très tôt. Mais ce que j'aime avec Miles Davis, c'est sa capacité à s'affranchir des règles de la musique. C'est-à-dire qu'en fait, il est sorti de la logique européenne et donc, il est rentré dans l'improvisation, je veux dire qu'il fait quelque chose qui ressemble à Miles Davis. Et vous ne vous contentez pas d'écouter un artiste, vous apprenez aussi qui est cet artiste. Ça, c'est important. Oui, c'est important pour comprendre la musique. En fait, il y a un musicien en Guyane qui s'appelle, que j'aime beaucoup, c'est Robert Dédé. Ouais. C'est pareil. C'est pas seulement un musicien, c'est pas un instrumentiste. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui pense la vie et qui exprime la vie à travers son instrument. Je savais que vous alliez parler de Robert Dédé. Ah bon? Messieurs, normalement, quand je fais ça, vous... Au taquet, messieurs. Ah, voilà. Créole dit nous pays, si nous faut pas tourner par les lits, à histoire nous pays, langue dit nous gandon. Créole dit nous pays, si nous parle, et toute chose, fait-nous bien comprendre qui, tout bientôt qui tire.
Monsieur Robert Dédé. Oui, c'est un grand musicien. Alors, quand je dis musicien, je ne dis pas instrumentiste, parce qu'on peut apprendre à faire de la musique et puis on peut jouer d'un instrument sans forcément savoir improviser. Ce qui est important, c'est moi, comment les artistes arrivent à concevoir leur art et ensuite à l'exprimer. Parce que pour moi, c'est un peu comme la science économique, comme, je veux dire, la politique. On conçoit d'abord et ensuite on met en pratique. Quand on met en pratique, ça veut dire qu'on on réalise la conception que l'on a d'une chose en transformant cette conception en quelque chose de très concret. Vous avez encore le temps d'écouter de la musique? Ah oui, j'écoute la musique, oui, j'écoute toutes sortes de musique en plus. Là, c'est Miles Davis et Robert Dédé, mais et Charlie Parker. Vous écoutez de la musique où? Dans votre voiture, chez vous? Pas tellement dans la voiture. Dans la voiture, je réfléchis plutôt. Ouais. Je suis toujours en train de réfléchir quand je conduis. Non, à la maison, j'écoute... il m'arrive d'écouter le samedi. Quand je décide que je vais écouter de la musique, j'écoute de la musique. Et j'écoute toutes sortes de musique, parce que j'écoute de la musique classique aussi, parce que c'est une autre configuration, c'est un autre aspect de la musique. Je veux dire que la musique classique, je veux dire qu'il y a trois tempos. Et on sait tout de suite. Jean-Marie Taubira, vous travaillez donc, on le rappelle, je vous interromps parce que je sais que vous êtes quelqu'un, quand vous êtes lancé, vous avez cette verve truculente, on n'arrête pas. On revient sur votre parcours. Vous rentrez à la Banque de la Guyane. Ça s'appelait comme ça à l'époque, Banque de la Guyane. Banque de la Guyane. Et donc, pendant le temps que j'étais là, on recevait quand même des imprimés de la BNP. Mais c'était la Banque de la Guyane. Et vous y faisiez quoi? Eh bien, j'ai d'abord été, comment on dit ça, on m'a d'abord mis au service portefeuille. Oui. Donc, j'ai appris le métier, en fait. Vous aimiez ça? Je ne vais pas dire que j'aimais ça, mais en fait, j'étais quelqu'un de curieux. Donc, tout ce qui était nouveau, pour moi, il fallait l'accaparer. Donc, il fallait posséder. Donc je comprenais, donc, parce qu'en plus, à la banque, à l'époque, ils faisaient la formation bancaire. Ils faisaient la formation bancaire, il y avait quelqu'un qui donnait les cours de banque. Bon, après, quand je me suis vraiment lancé dans la comptabilité, je me suis rendu compte que la personne n'était pas si brillante que ça. Mais alors, vous y êtes resté longtemps, parce que vous êtes un peu rentré par hasard, vous avez passé le concours, vous avez réussi. Oui. Et puis, non, je travaillais à la banque, c'était bien. Bon, il y a le problème, le principe même de l'autonomie financière. Hein. Donc, quand on a 18-19 ans, avant d'aller faire le service militaire, donc on gagne sa vie. Donc ça, c'est première expérience. Ouais. Vous faites votre armée, normale. Ça se passe plutôt bien et plutôt normalement. Pas tellement. Hein. Non, parce que moi, je voulais être réformé, parce qu'en fait, ça c'est pour ça que je voudrais insister dessus. Pourquoi vous vouliez être réformé, Jean-Marie Taubira? Parce que ça ne m'intéressait pas, l'armée. Je ne voulais pas faire l'armée. Bon, à l'époque, c'était obligatoire, donc j'ai tout fait. Hein. J'ai déserté pendant 8 jours. J'ai jamais été quelqu'un de... Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas? Le fait de faire la guerre Non, il y avait déjà, premièrement, quand je suis rentré, donc on a passé un concours, un test, il y avait première section, deuxième section, troisième section. Première section, c'était pour être élève gradé, donc moi j'ai fait mon test parce qu'en général, lorsqu'on me demande de faire quelque chose, j'essaie de faire le mieux possible. Ouais. Donc on m'a mis à la première, donc c'était pour être élève gradé, donc moi je me retrouve dans un truc où il faut faire la suite pour être caporal chef, etc. Moi, ça m'a jamais intéressé. Ensuite, quand on est à la première, il fallait faire la petite guerre. C'était pas votre truc. Non, vraiment. Donc vous faites en sorte d'être réformé. Finalement, ça marche pas. Non, ça marche pas. Donc vous le faites. Vous finissez ça rapidement. Et là, du coup, on vous réintègre à la banque. Oui, c'est normal, puisque j'avais plus de 2 ans. Donc. Mais vous rentrez pas comme ça. Non, je dis que maintenant, si je rentre à la banque, je vais toucher 1000 francs par mois. C'était 600 francs à l'époque. Oui, c'était un peu l'équivalent du SMIC. Oui, c'est le SMIC. Alors vous dites, je veux 1000 francs. Mais au nom de quoi, Jean-Marie Taubira? Non, parce que je dis... Parce que c'est vous, quoi. Non, parce que tout simplement, j'étais aux journées comptables, c'est moi qui m'occupais, c'est moi qui envoyais les journées directement en Martinique. Donc, fallait organiser la journée, donc rassembler tous les services et envoyer en Martinique à l'époque avant 15 heures. Donc, je savais ce que je représentais à la banque. D'accord. Donc, vous estimiez qu'avec cette capacité de travail... Que je valais 1000 francs à l'époque. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils disent oui? Ah oui, ils m'ont dit oui, il n'y a pas de problème. On m'a accordé les 1000 francs. Vous aviez moins de 21 ans et vous étiez quand même un fin négociateur, comme ça? Ouais, je pensais parce qu'en fait, j'ai toujours eu beaucoup de personnalité, il me semble. Hein, il y a le culot, parfois. Et puis je pense... mais ne donne pas des mauvaises idées à Vanessa, parce qu'elle va venir nous voir pour demander des augmentations. Non, mais c'est surtout le fait que je pense que j'avais ma personnalité, mais tout en étant très discret, très réservé, mais dans ma tête, je savais ce que... Vous saviez ce que vous vouliez. Est-ce que vous aviez déjà des idées politiques à l'époque? Ah non, ou c'est venu plus tard? Ah ouais, longtemps plus tard. Ouais, beaucoup plus tard. En fait, les idées politiques sont arrivées... En fait, il y a un homme que j'admirais,
que j'admirais parce que chaque fois que je le voyais à la télévision, donc là j'étais déjà parti, c'est François Mitterrand. Je le trouvais extrêmement intelligent. Ouais. Et peu importe ce qu'on disait de lui par rapport à ce qu'il avait fait auparavant, ce qui m'importait, c'était que chaque fois qu'il venait à la télé, il m'impressionnait, je le trouvais extrêmement intelligent. Et puis je l'ai vu mettre des hommes qui étaient... Parce que lui, il a fait l'école de la magistrature. Il n'a pas fait ni l'ENA, ni Polytechnique. Et quand on entend parler des énarques, des polytechniciens, tout ça, on pense que ce sont des gens qui sont brillants. Et ça nous permet de voir la différence entre l'intelligence et la norme. Après, il y a une longue lignée d'hommes politiques qui, justement, ont fait l'école de la magistrature, qui ont pu aussi être avocats et qui sont des orateurs de talent. Oui. En général, lorsqu'on est avocat, en général, on est talentueux sur le plan oratoire. Alors, vous partez sur l'Hexagone pour être programmeur. Oui, programmeur, parce qu'à l'époque, c'était pas l'informatique comme aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, à la micro-informatique. Ouais. Programmeur, c'est quoi? Truc sur Minitel? Non. Programmeur, c'était faire les programmes. Et à l'époque, on apprenait, il y avait en fait 2 langages qui étaient les plus connus. Et donc, c'était le COBOL et le Fortran. Donc, c'était des langages informatiques où on faisait le COBOL, c'est ça? Le Fortran et le Moi, je connais le Fortran. Fortran, c'est un truc qu'on boit pour se vider. Ouais, Fortran, le Fortran, ce sont des langages informatiques à partir de l'algèbre de Boole. Donc, vous parlez chinois, là. Non. Même pour moi. Alors, et vous faites ça pendant combien de temps? Vous partez pour être programmeur? Pour le faire. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez là-bas? Il se trouve que quand j'arrivais, donc c'était une école privée qui se trouvait à la route de Douai, dans le 9e arrondissement. Oui. Dans le 9e arrondissement. Et là, lorsque j'arrive, on me fait savoir que l'école, c'est 3 ans. Au moins, c'est pas ce que j'avais lu. J'avais lu devenez programmeur en 1 an. Ouais, alors, donc, quand je vois ça, je me dis non, je peux pas m'engager là, si c'est 3 ans. Et donc je dis, il n'est pas question non plus que je retourne en Guyane, parce que là, non, j'ai donné ma démission à la banque. J'ai dit à tout le monde que je partais, que j'allais revenir programmeur. Donc je pouvais pas retourner en Guyane comme ça. Vous étiez fier, hein? Je sais pas, objectivement, je sais pas. Je pense que j'avais du respect pour moi-même sans être réellement fier. Ouais. Mais alors, vous arrivez dans un endroit, vous connaissez pas grand monde. Ah, pas du Donc vous aviez quand même la facilité de repartir et vous décidez de rester. Ah ouais, je dis non, je retourne pas en Guyane. Vous faites quoi? Donc là, je passe un concours, un test concours. En fait, c'était plus un concours à la SNCF. À la SNCF, et je suis reçu au concours et je suis embauché comme attaché groupe 7. Attaché groupe 7, c'est un peu, c'est un peu la maîtrise. Ouais. Et donc, en principe, je suis destiné à être chef de dépôt en fin de carrière. Un dépôt comme le dépôt de Villeneuve-Saint-Jean. Or que vous venez d'arriver, quoi. Ouais, je venais d'arriver. Donc, SNCF, comment ça se passe? Comment Eh bien, est-ce que vous vous sentez bien là-bas? Non, parce que de toute façon, pour moi, la question ne se posait pas sous cet angle-là. Ça, il ne fallait pas que je retourne en Guyane. Comme ça, donc, je dis, je vais travailler. En fait, j'avais l'intention d'aller travailler à la banque, puisque je venais de la banque, je connaissais le circuit bancaire. Donc, c'était transitoire, vous ne pensiez pas faire carrière à la SNCF? Non, voilà, c'est ça, c'est clair. Et donc, lorsque je rentre à la SNCF, c'est quelque chose de nouveau. Donc, forcément, je suis intéressé, parce que je suis comme ça, je suis curieux, j'aime bien maîtriser. Donc là, pendant 2 mois, on me met à l'école de la SNCF pour connaître les structures ferroviaires, pour connaître aussi le fonctionnement des trains, puisque je suis appelé à conduire les trains. Donc, c'est attaché groupe 7, c'était ça. Donc, on avait des primes de traction. Et donc, là, j'apprends à conduire les trains. Et donc, on me met, après 2 mois, je suis copilote avec un conducteur de train affirmé. Donc, ça va vite, n'empêche, dans votre parcours à chaque fois. Hein. Presque on a l'impression que vous brûlez les étapes tellement vous êtes doué. Je veux être modeste, mais je veux dire que chaque fois que... Oui, mais c'est le cas, ça va plutôt vite. Oui, c'est vrai, je comprends assez vite. Bon, alors, vous êtes... Oui, voilà, en plus, vous êtes rattaché au BTP. Oui, alors là, je fais 1 an à la SNCF, parce qu'il n'est pas question que je reste. Je sais qu'il n'y a pas de train en Guyane, j'ai bien l'intention de rentrer en Guyane, donc je me dis, bon, même s'il y a une belle carrière qui se présente à moi, bon, j'ai pas l'intention de rester éternellement en France, donc je fais ma demande pour entrer, je fais des demandes d'emploi à la Société corporative d'hygiène et de sécurité sur les chantiers. Et là, on m'embauche. Je rentre là, comme à la SNCF, je venais de passer le CAP de comptabilité en 6 mois. Donc, vous voyez quel homme. Non, mais moi, il m'impressionne. Il fait ça. En même temps, il fait plein de choses en même temps. Et tout vous a réussi, en fait. Oui, oui, parce qu'en fait, ma famille, en fait, notamment Christiane, elle sait comment je suis.
parce qu'on était ensemble, donc elle sait que je suis très déterminé, donc j'ai beaucoup de détermination. Donc là, je rentre à la CHSC, donc je suis embauché comme aide comptable, et donc je travaille dans la société, et donc je gravis les échelons. En plus, c'est pas ça, parce que vous passez le BTS de comptabilité de gestion d'entreprise, diplôme d'études comptables supérieures à l'Association des comptables sociétés d'enseignement. Enfin, je veux dire, non, parce que en parcours sans faute. En fait, pour moi, c'était pas difficile dans la mesure où j'étais déjà dans le métier. Donc, en plus, les cours étaient payés par la société, puisque c'était dans le cadre de la formation continue. Donc, pour moi, c'était une évidence. Bon, j'allais après mon travail, j'allais au cours. À l'époque, je me souviens, j'allais travailler à la bibliothèque Sainte-Geneviève. C'était pas une sinécure, parce qu'à la bibliothèque Sainte-Geneviève, il fallait aller chercher les documents. Quand on arrivait, on prenait au moins une demi-heure, 3/4 d'heure pour avoir un livre. Dans tout ce parcours bancaire, vous finissez quand même, et c'est pas rien, par être directeur administratif et financier. Oui, c'est-à-dire que je fais fonction, parce que je suis comptable, 3e échelon, position 6, coefficient 830. C'est donc... c'est précis. Oui, c'est précis parce qu'en fait, si vous voulez, c'est la convention. Dans la convention collective, vous savez, c'est pas comme ici où, bon, maintenant de plus en plus, il y a les conventions collectives, mais à l'époque, il fallait être dans des grands groupes. Voilà, c'est ça. Parce que quand je parle de moyenne entreprise, c'est une entreprise qui embauchait quand même plus de 100 personnes. À l'époque, c'était conséquent. C'était conséquent. Alors, vous faites office donc de directeur financier, administratif et financier. Ça se passe plutôt bien pour vous, à tel point que c'est un petit peu, je vais employer le champ lexical du chemin de fer, c'est tout tracé, Ouais, en fait, je suis bien, je suis apprécié dans l'entreprise. Vous êtes sur des rails, quoi, tout va bien. Bon, en fait, mais ça ne satisfait pas l'homme et vous voulez rentrer au pays. Ouais, en fait, je pense que j'ai d'abord eu un coup de blues, parce que ça faisait donc plus de 10 ans, que j'étais en France. Donc je pense que j'ai eu un premier coup de blues à Saint-Lazare, donc dans le long couloir de Saint-Lazare. La gare Saint-Lazare. Ouais, la gare Saint-Lazare. J'ai eu un coup de blues. Le pays m'appelle. Ouais, et puis je me suis dit, il faut que je rentre. Et vous partez sur un quand je rentre, parce que j'ai quand même créé ma famille, donc je dis à mon épouse, bon, je crois qu'on a fini ici. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Vous avez quel âge quand vous lui dites ça? Eh bien, 32 ans. 32 ans. 32 ans. Ouais, c'est en 1982. Voilà, c'est ça, 32 ans. Et donc, je dis, bon, on va rentrer. Mais vous rentrez pour faire quoi? Parce que vous aviez quand même un bon poste. Oui, j'avais un bon poste. En principe, je devais remplacer le directeur financier qui était en place. Donc, c'est pour ça que je faisais fonction, parce qu'en principe, dans la convention collective du bâtiment et des travaux publics, il faut assurer pendant 6 mois la fonction avant d'être titularisé dans la fonction, dans le poste, dans le poste. Donc, je fais fonction de donc, vous rentrez au pays, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Votre femme, elle vous fait confiance, elle vous suit. Vous aviez des enfants en bas âge? Oui, j'avais 4 enfants. Voilà, donc bien établi. Quand vous rentrez, malgré tout, vous vous battez et vous êtes dans le milieu économique de la Guyane. Oui, parce que j'ai toujours été dans le privé. En France, c'était dans le privé, donc à part la SNCF, mais la SNCF, on ne peut pas tellement dire qu'on est fonctionnaire, pas fonctionnaire dans un truc. Donc je rentre en Guyane et donc je trouve un emploi tout de suite. Compte tenu de ma qualification, etc. Donc, je trouve un emploi tout de suite dans une entreprise, je ne sais pas s'il faut citer, c'est l'entreprise Pérez. Alors, on va essayer de survoler parce que vous avez eu des fonctions de directeur administratif et financier de nombreuses entreprises, entreprise Pérez Centrale Finance, la Trimar, groupe Alain Chaumette, entreprise Sinaï, EZ Agricole, etc. Vous étiez aussi à la coopérative des pêcheurs de Guyane. Oui, là, j'étais directeur. Voilà. Là, c'était notre fonction, parce que quand on est directeur administratif et financier, bon... On dirige, mais on n'a pas la plénitude de la direction. Là, vous dirigez complètement. Je dirige complètement là, truc. C'est-à-dire, j'administre, je gère et je prévois. Après ça, ou en parallèle, si j'ose dire, vous créez votre cabinet. Oui, en fait, je crée le cabinet tout simplement parce que je me rends compte qu'en Guyane, il est très difficile d'être dans le privé. Il est très difficile dans le privé. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est que c'est quand l'entreprise commence à fonctionner bien, commence à gagner de l'argent, qu'il y a les tensions entre soit les associés, soit le gérant et le directeur, quoi. Donc, parce que, je veux dire que lorsqu'on dit, par exemple, qu'on veut devenir riche, c'est pas dans l'apparence. Il faut se donner les moyens de devenir riche. Ça veut dire qu'il faut il y a du prévisionnel, il y a des choses comme ça. Il faut vous mettez votre cabinet de gestion. Oui, je monte un cabinet de gestion. Donc, pour accompagner les entreprises. Pour accompagner les entreprises. Donc, à l'époque, je monte le cabinet en 86, après une déconvenue avec une entreprise que j'avais contribué à redresser. Parce qu'on redresse une entreprise,
en ayant de bons contacts aussi avec le personnel. Donc vous décidez de partir en fait de cette entreprise? Ouais, je pars, je monte mon cabinet de gestion parce que je dis, bon, si c'est comme ça, bon, je vois bien que le marché est étroit, que les entreprises n'ont pas vraiment, les chefs d'entreprise n'ont pas réellement, c'est sans prétention aucune, mais n'ont pas réellement une culture d'entreprise. Je veux dire, quand on crée une entreprise, c'est pour gagner de l'argent. Et après, le problème de la répartition, c'est autre chose. Mais quand on crée une entreprise, c'est pour gagner de l'argent. Alors là, on reste dans le monde entrepreneurial. Il y a une question que Vanessa va vous poser parce qu'elle en meurt d'envie. Elle dit, on a un homme politique avec nous, mais à quel moment? Dans toutes ces activités, à quel moment l'homme va se lancer dans le monde politique? Alors, non, mais c'est pas ma question. C'est vrai, Vanessa? Bah oui. Ah bah merci. Donc en fait, en plus, il n'y a pas de générique, alors. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la question de Vanessa, pardonnez-moi, je suis déconcentré aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a une question qu'on doit vous poser, qu'elle va vous poser, c'est la question de Vanessa. Sinon, on peut continuer. Non, mais j'ai tellement eu l'habitude ces temps-ci que vous n'étiez pas là, Vanessa, que 2 jours. Bah, c'est 2 jours trop long. Hein. Voici la question de Vanessa. Allez-y. Alors, quelle question allez-vous poser à notre invité? 2 jours et puis vous ne savez plus. Non. Sympa. Alors, non, moi j'entre directement en politique. Je voudrais savoir si votre sœur vous demande des conseils parfois. Non, pas du tout. En fait, on a beaucoup échangé lorsqu'on était dans le même parti. Mais bon, après je suis parti, donc je prends mes responsabilités. Donc non, elle ne me demande pas. Et puis je pense qu'elle est suffisamment brillante pour se passer de mes conseils. Et je voulais savoir aussi, est-ce que les attaques qu'elle subit, oui, parce qu'elle reste ma sœur, bien sûr, est-ce que ça vous atteint, est-ce que ça vous touche? Oui, ça me touche énormément, et puis ça, parce que c'est ma sœur quand même, hein, donc même si par exemple je devrais avoir une petite différence sur la perception de la société guyanaise par rapport à elle, elle reste ma sœur que j'aime beaucoup, et que quand je vois sa compétence, quand je vois sa détermination, son intelligence, je me dis qu'on n'a pas le droit de traiter les gens de cette manière-là. Donc oui, je suis souvent révolté, et puis je fais des articles. Hein. Quand elle est agressée, je fais tout de suite un article sur mon blog. Oui, vous avez un blog, on va y revenir. Ouais. Alors, c'est en 1992, dans le hasard total, que ce soit pour vous comme pour votre sœur, que vous vous lancez en politique. Elle non plus ne devait pas se destiner forcément à faire de la politique. C'est un peu vous qui arrivez à la convaincre, d'ailleurs. Oui, c'est tout à fait. Et donc, en fait, c'est son mari qui veut qu'elle reste en Guyane. Oui. Et donc, il vient me chercher parce qu'il sait que je suis la seule personne à pouvoir la convaincre, parce qu'elle a beaucoup de caractère. Parce qu'elle devait partir. Oui, elle devait partir. En principe, elle avait eu un poste comme enseignante à l'université. Je crois que c'est au Canada ou aux États-Unis, je ne me souviens plus. Oui. Mais en tout cas, je n'étais pas favorable à cette solution. Oui, vous ne vouliez pas que votre sœur parte. Ouais, voilà. C'est un peu égoïste, en fait. Vous voulez la garder pour vous, alors qu'elle aurait pu faire carrière aux États-Unis, peut-être? Mais elle a fait une belle carrière. Je pense qu'elle n'aurait jamais été aussi connue si elle était allée aux États-Unis. Elle aurait été connue dans le milieu scientifique, intellectuel, mais elle n'aurait pas été connue dans le monde. Oui. En tant que politicienne, en tant que femme politique. Voilà, femme politique. Et donc, je pense que c'est mieux, même pour la Guyane. Quel argument vous utilisez, vous, justement? Parce que vous êtes proche de votre sœur, il y a peu de mois d'écart entre vous, hein, c'est ça? Oui, on a 18 mois d'écart. 18 mois d'écart. Vous dites quoi à votre sœur? Là, je lui dis, bon, tu sais, Christiane, souviens-toi, Tata Odette, elle est partie aux États-Unis, on l'a connue tout. On était grands, donc on ne connaît pas ses enfants, donc ce sont nos cousins germains. Donc, et puis je lui dis, bon, tu as fait l'expérience dans l'entreprise, et donc tu n'as pas fait l'expérience politique. Alors j'ai dit, il faut essayer, faire l'expérience politique, et si ça ne marche pas, là on sera là d'accord, tu pars. Et puis, mais quand vous lui dites de faire l'expérience politique, est-ce que vous, derrière, vous vous dites, si elle se lance, je vais me lancer aussi? Non, pas du tout. Alors là que c'est une très bonne question, parce que pour moi, il faut qu'elle reste. Donc, pour moi, dans ma tête, elle va faire de la politique. Donc, si elle est élue aux élections législatives, bon, elle est députée, puis c'est fini. Voilà. On est en mars 93. Oui, en mars 93, tout à fait. Bon, et alors, qu'est-ce qui se passe, justement? En mars 93, vous créez ce parti aussi? Oui, le Walwari. C'est-à-dire qu'en fait, Walwari, c'était un comité, et donc on transforme le comité en mouvement. Et donc là, avec tous les camarades, on est quasiment... Pour créer, on est quasiment entre 30 et 50 personnes. Ah Quand vous créez Walwari, c'est à quelle fin? C'est pour constituer un parti politique, mais ma soeur ne voulait pas le
terme de parti à cause de la rigidité, de la notion de parti, mais sauf que elle voulait un mouvement, mais elle-même, c'est pas quelqu'un de structure. Donc on peut comprendre qu'elle puisse raisonner comme ça. Ouais. Elle est indépendante. Ouais, elle est très indépendante, et puis bon, c'est pas quelqu'un de structure. On sent qu'elle peut parler à une population, mais sans être réellement encartée. Alors si on ne dit pas parti, est-ce qu'on peut dire que Walwari est un mouvement indépendantiste ? Non, je pense pas, parce que je pense pas. Il y avait des indépendantistes, d'anciens indépendantistes dans le mouvement, mais en tant que structure politique, c'était pas une orientation indépendantiste. Du reste, il n'y avait pas de ligne politique. C'était un parti, c'était un mouvement. Du reste, ils l'ont appelé mouvement. On a accepté le terme mouvement parce qu'il fallait laisser la liberté d'expression. Mais je pense que c'est une très mauvaise chose. À ses débuts, quand vous la poussez à rester en Guyane pour se présenter aux législatives, est-ce que vous pensiez qu'elle irait aussi loin ? Alors, je savais qu'elle était brillante, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de François Mitterrand en disant que c'était l'homme qui m'avait le plus fasciné, intellectuellement. Et donc, l'autre personne qui m'a beaucoup fasciné, pourtant je la connaissais, mais vous savez, c'est devant l'adversité qu'on découvre aussi les personnes. Ouais. Et donc, c'est Christiane Taubira. Je la trouve extrêmement intelligente, elle est percutante. Et donc, c'est pour cela que j'admets difficilement qu'on ne puisse pas la respecter à sa juste valeur. Ouais. Donc, vous êtes un fervent défenseur de la femme politique qu'elle représente. Oui. Je veux dire que même si elle n'était pas ma sœur, j'aurais été admiratif. Ouais. J'aurais été admiratif parce que je la trouve très subtile d'esprit, et puis elle a une capacité d'analyse, et puis elle va très très vite. Ouais. Alors, vous aussi, vous allez aussi vite parce que vous ne maîtrisiez pas l'outil politique, mais vous avez considéré qu'il vous fallait maîtriser à tel point que vous avez suivi des formations, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, donc je demande d'abord dans le parti, je dis qu'il faudrait qu'on fasse de la formation politique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, je ne suis pas vraiment impliqué tout au début, je ne suis pas vraiment impliqué dans la politique. Et puis, c'est un après-midi, le mercredi après-midi, on montre les députés qui font leur intervention à l'Assemblée. Et jusque-là, j'avais toujours vu les députés faire leur intervention entre domiens. Et là, ce jour-là, j'étais peut-être fatigué, donc je suis resté à la maison. Et je vois à la télé, je vois ma sœur qui fustige le Premier ministre. C'était Balladur, je ne vais jamais oublier ça. Et puis c'est là que je prends conscience que c'est pas une blague. En fait, elle n'est pas allée pour simplement aller. En fait, elle mène le combat. Ouais. Et là, je dis, ah non, je ne peux pas la laisser comme ça. Je ne peux pas la laisser... je me dis, bon, je ne peux pas la laisser... c'est ma sœur, c'est moi qui lui ai dit d'aller. Donc, je ne peux pas la laisser comme ça. Et là, je m'engage dans le parti. Et je dis, tel que je la connais, je dis, le seul endroit où on pourra lui chercher des histoires, c'est sur le plan financier, dans le plan de l'organisation du parti. Et c'est à partir de ce moment-là, je rentre dans le parti et je crée ce qu'on appelle une commission financière. Et donc avec l'aval de tout le monde. Et puis vous, les finances, c'est votre truc. Oui, je connais, je sais ce qu'il faut faire pour éviter qu'il y ait des problèmes. Et donc, je mets la structure en place et je dis que, pour celui qui ordonne les dépenses, c'est le secrétaire général, et celui qui paye, c'est le trésorier. Mais chaque fonction est bien distincte. Mmh. Et quand il y a un investissement, c'est donc la présidente, donc Mme Taubira, qui doit ordonner la dépense d'investissement avec le secrétaire général. Donc c'est bien organisé. On a vu d'ailleurs que ça aurait pu servir à d'autres partis, même nationaux, et ça aurait évité certains problèmes encore très récents. Regardez vos écrans, on va faire la séquence morphing dans cette émission, Jean-Marie Taubira. On a mélangé des visages pour n'en faire qu'un seul. On va voir, vous allez regarder votre écran et vous allez me dire si vous reconnaissez un des visages. C'est un morphing utile, on débrief juste après. Regardez. Alors, est-ce que... moi je me vois là, déjà. Vous voyez? Oui, je me vois déjà rien que sur la texture des cheveux. Ouais. Le fond, c'est moi, et donc... alors, je ne vois pas l'autre personne. Je me demande si ce n'est pas Philippe Révéron. Ah oui, Philippe Révéron, notre directeur commercial d'ATG que vous connaissez bien. Voilà, qu'on salue d'ailleurs. Ouais. Bon, écoutez, la réponse en images. Vanessa, une petite idée ou pas? Non, pas du tout. Non? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Ouais. Attention.
C'est vrai, grossissement, voilà. Deux Jean-Marie différents. C'est deux Jean-Marie. Ah ouais, deux Jean-Marie différents, mais complètement différents. Alors pourquoi on vous a morphé, on vous a mélangé avec Jean-Marie Le Pen? Ah, c'est un très mauvais choix. Des fois, on fait ces choix-là. C'est moi qui ai fait ce choix-là, j'assume. Alors, on débriefe parce que Jean-Marie Le Pen fait aussi de la politique, si j'ose dire, en famille. C'est un peu compliqué maintenant pour lui. C'est compliqué de faire de la politique avec la famille? C'est compliqué, non, parce qu'avec Christiane, j'avais des relations sur le plan politique qui étaient des relations franches. Hein. Je veux dire qu'elle a sa personnalité, mais moi, tout en étant discret, réservé, j'ai ma personnalité aussi. Ouais. Donc, oui, même si le linge sale se lave en famille, parce qu'on n'a jamais vu de heurts comme il peut se passer aujourd'hui. Je prends le cas de Jean-Marie Le Pen avec sa fille, mais vous avez eu des moments aussi de discorde quand même avec votre sœur, j'imagine? Non, pas tellement, parce qu'en fait, Christiane, en fait, je savais qu'elle avait une forte personnalité, je savais qu'elle savait où elle voulait aller. Mais par contre, ce que je trouvais désobligeant, c'est que c'est les camarades, comment dirais-je, le comportement des camarades qui en fait s'annihilaient eux-mêmes, qui ne prenaient pas d'initiative et qui attendaient toujours que ce soit elles qui disent. Et donc ça me gênait beaucoup, parce que je disais qu'on était un parti, on s'est appelé justement mouvement politique, mouvement Walloirie, et donc on devait prendre des initiatives. Mais est-ce que c'est pas parce qu'elle a une trop forte personnalité et que, bon, des fois ça a tendance un peu à faire peur? Ouais, mais moi je partais du principe que toutes les intelligences ne sont pas dans une seule tête. Ouais. Et donc, pour moi, il fallait que les camarades prennent des initiatives. Et donc, c'est ça qui poussait, en fait, qui a créé des animosités. Mais entre Christiane et moi, non, parce que je lui disais ce que je pensais. Moi, je suis quelqu'un de très franc, je dis ce que je pense. Après, moi, j'ai fini avec ça. Vous fûtes secrétaire général de Walloirie, vous quittez en 2008. Pourquoi vous quittez en 2008? Alors, je quitte parce que je sens que le parti ne correspond plus à l'idée que je me fais de l'organisation de la société guyanaise. Je dis que ça répond plus. Alors j'ai eu des divergences déjà avec le parti, puisqu'en 2001, je crée le CRAPAG. Je crée le CRAPAG parce que je veux démontrer que on peut voir la société différemment. Cercle de réflexion et d'action pour l'avenir de la Guyane. Voilà, c'est ça. Et donc, pour montrer qu'on ne peut pas être dépendant totalement de Christiane Masseur, donc Madame Taubira. Donc je crée le CRAPAG pour permettre aux camarades d'avoir confiance en eux, quoi, et de dire que on ne transforme pas un pays en suivant seulement un leader, quoi. On transforme un pays en s'impliquant. Alors, CRAPAG, Jean-Marie Taubira, semble ne pas être assez suffisant pour vous. Et arrive le PPG. Oui, donc je crée le PPG. C'est-à-dire, en fait, CRAPAG, c'était pour montrer qu'on pouvait avoir une autre ligne politique. Ouais. C'est-à-dire qu'on pouvait penser la Guyane différemment. Une fois qu'on l'a pensé, eh ben, ça veut dire qu'on peut créer un parti qui prend sa source, justement, des réflexions qui ont été faites au CRAPAG. C'est ça. En fait, c'est l'outil. Donc, le Parti progressiste guyanais? Oui, le Parti progressiste guyanais, dont je suis le secrétaire général. Donc, après 2 élections. Donc, en fait, on fait ce qu'on pensait faire avec Walloirie. Donc, c'est-à-dire que c'est faire en sorte qu'il y ait plus d'autonomie dans la société. Pourquoi? Parce que je viens du privé. Donc, dans le privé, quand on a travaillé dans le privé, on prend des initiatives, on prend des décisions, on a le sens des responsabilités. Et donc, on sait que pour créer de la richesse, il faut de l'innovation. Profitez du nom, donc Taubira, pour vous hisser un peu plus haut dans le milieu politique, même au niveau national. Ouais, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Hein. Ça ne m'intéresse pas parce que, déjà, premièrement, j'essaie de faire en sorte qu'on m'identifie en tant que Jean-Marie Taubira. Parce que j'ai beaucoup souffert de ça. Parce que chaque fois qu'on me présentait, on voulait me présenter, c'est le frère de... C'est le frère de. Ouais, et ça m'agaçait parce que, premièrement, j'existais avant ça. Et ce n'est pas une question de fierté, hein, c'est une question de principe. Deuxièmement, je pense que j'ai mes propres idées, donc j'ai déjà débattu avec Mme Taubira. Oui, vous l'avez prouvé d'ailleurs, hein, que c'est votre sœur, vous respectez son combat, vous respectez la femme, mais vous pouvez avoir des idées qui vous opposent. Voilà, c'est ça. Alors peut-être qui ne s'oppose pas, mais je suis capable d'aller plus loin. Ouais. Et donc, en fait, c'est le combat que je mène pour la société guyanaise. Par exemple, si, par exemple, elle ne va pas le faire parce qu'elle me connaît aussi, de la même manière que je la connais, elle me connaît. Si elle me dit pour aller visiter, par exemple, de venir visiter le ministère de la Justice, elle ne va pas le faire, je suis sûr. Et le ministère de la Justice, elle sait que je dirais non, parce que je considère que
90% des terres sont dans le domaine privé, pas le domaine public, mais dans le domaine privé de l'État. C'est une injustice et donc je ne vais pas visiter le ministère de la Justice alors Parce que pour vous, c'est le ministère de l'Injustice. Voilà, pour moi, c'est... En tout cas, vous avez votre franc-parler. Je profite en même temps pour vous servir de l'eau. En parlant de Walwari, Jean-Marie Taubira, aujourd'hui, l'actualité veut que Walwari bouge et qu'il y ait du sang neuf. Je pense à Sarah Abukar-Léonceau. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quel aspect vous Je suis très détaché de Walwari, mais je suis très, très heureux pour Walwari dans la mesure... Vous les suivez quand même? Pas tellement. Pas tellement parce que oui, c'est un parti politique où on pourrait peut-être faire un compromis. Alors j'essaie d'expliquer parce que le compromis, pour moi, il ne peut se faire qu'avec des mouvements ou des personnes qui ont une même idée, mais qui savent où s'arrêter. C'est-à-dire, il y a des limites que l'un ne veut pas aller, donc on fait un compromis. Donc il y aurait une alliance possible entre Walwari, le PPG? Oui, après des discussions, c'est possible, mais il faudrait qu'on mette carte sur table. Oui. Carte sur table, parce que moi, par exemple, je considère qu'un compromis est possible entre des partis de gauche. Mais il y a des limites. Il y a des partis de gauche qui ne veulent pas aller plus loin. Bon, moi, je suis, par exemple, je suis un autonomiste. Moi, je n'ai jamais dit que j'étais indépendantiste parce que je ne crois pas en l'indépendance. Je ne crois pas que dans le monde actuel, il y ait un pays qui soit indépendant. Donc, je veux dire que je ne me fais pas plaisir intellectuellement à discuter sur des choses... On est tous interdépendants, finalement. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, moi, je considère que, par contre, l'autonomie, c'est indispensable. L'autonomie, c'est la capacité à prendre des décisions. Je pense que ce dont la Guyane souffre, c'est justement d'absence de décision sur le plan local. Alors, je peux prendre un exemple simple. Dernièrement, il y a eu le problème des clandestins. Il y a eu une rencontre entre l'État, le Brésil et le Suriname. Il n'y avait pas un seul élu local. Donc, ça veut dire qu'en fait... Il y a des élus qui sont capables de prendre des décisions justes en Guyane? En principe, je pense qu'on est des êtres humains complètement achevés. Et donc, c'est vrai que quand on est dans le privé, on prend plus facilement des décisions que lorsqu'on est dans le secteur public. Parce que dans le secteur public, c'est un peu, je veux dire, je ne veux pas être méchant, mais je veux dire que je suis un peu plus l'assistanat. Alors que dans le privé, il faut créer de la richesse. Vous l'avez toujours dit, vous êtes toujours battu dans le secteur privé, ça a été votre combat continu. Avant qu'on se quitte, parce que l'émission est bientôt terminée, Jean-Marie Taubira, je vais vous poser une question qu'on pose à tous les politiques. Bien évidemment, il va y avoir une transformation en Guyane, on est en plein dedans, les collectivités fusionnent, ça va occasionner, j'imagine, beaucoup de tracas aussi pour les partis comme le vôtre, qui vont devoir aussi, j'imagine, se placer. Quelle idée vous avez aujourd'hui au PPG de cette fusion des collectivités, cette collectivité unique? Oui, alors, moi je considère que, premièrement, c'est une fusion de compétences. Ce n'est pas une fusion de structures. Une fusion de compétences, ces deux structures disparaissent. Et je considère qu'aucun travail sérieux n'a été fait. Moi, j'ai regardé, il y a eu 4... C'est fort ce que vous dites là. Ah oui, c'est très important et on va faire une conférence de presse dessus. Donc pourquoi? Parce que je veux dire qu'on ne peut pas demander aux gens de voter pour une collectivité unique alors que les gens ne savent même pas de quoi il s'agit, de quoi il en revient. On a décidé de dire aux gens qu'il s'agit d'une collectivité inédite. Inédite, ça veut dire qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de référence. Donc ça veut dire qu'on a dit aux gens, choisissez l'article 73, aujourd'hui on leur dit, allons à l'aventure. C'est ce que ça veut dire. Si vous créez une collectivité unique sur l'article 74, qui est vraiment nouveau, vous pouvez vous dire, bon, c'était les risques. Tandis que là, on ne peut pas demander aux gens de prendre des risques, alors que c'était censé être simplement une économie à réaliser entre les deux collectivités. Et ça va poser beaucoup de problèmes. Déjà, pendant toute l'année 2014, il n'y a pas eu une réunion. Or, lorsqu'on a créé la collectivité unique, on a créé une loi en juillet 2011. On a créé une loi qui disait qu'on crée une commission tripartite dont le préfet est le président. Et cette commission se réunit une fois par trimestre. Vous n'avez qu'à calculer. En 2014, il n'y a pas eu une réunion de fait. Sinon, ça veut dire qu'il y a de l'opacité et donc on n'a pas accès aux procès-verbaux. Quel rôle vous souhaitez jouer, vous, en tant que parti local de Guyane, face justement à cette désorganisation que vous soulignez? Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est d'abord que les gens se prennent en charge et que les gens comprennent que c'est en s'organisant, en créant de l'activité, qu'on va transformer le pays. Si on ne fait pas ça, on ne transforme pas le territoire. Parce qu'il y a des travaux qu'on fait, mais il veut dire que le financement de l'économie ne se fait pas. Moi je connais toutes les personnes qui sont dans le privé, galèrent. Pourquoi? Parce que vous travaillez, par exemple, 14 heures par jour et vous
percevait un revenu de 6 heures, 7 heures de temps. Donc c'est plus supportable. Donc travailler plus pour gagner plus, finalement. Ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas. Et le territoire, il est riche. Donc c'est ça qui est désolant. Le territoire est riche. Donc je veux dire qu'il y a un moment, il faut qu'on se révolte dans le sens où on dit que, mais on est capable de faire mieux. On est capable de faire mieux. Le pays permet de faire mieux. Et laisser, puisque vous ne savez pas créer la croissance, laissez les entreprises créer de la croissance. Donc le secteur de l'entreprise qui serait, selon vous, qui permettrait de sauver, bien évidemment. Tout à fait. Il n'y a que l'entreprise privée qui crée des richesses. On va, dans quelques minutes, se dire au revoir, bien évidemment, parce qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire. Et on sait, Jean-Marie Taubira, pour vous connaître, bien que vous êtes intarissable sur la question. On se dit au revoir dans quelques petites minutes dans cette émission. Moi aussi, je perds ma voix. Allez-y. Et oui, on aurait encore plein de choses à dire. On aurait voulu le garder plus longtemps. Jean-Marie Taubira, notre invité, bien évidemment. Merci d'avoir accepté notre invitation. Allez, une dernière question avant de vous laisser partir. Moi, on a plein de choses à vous dire et je sais que les téléspectateurs sont derrière leur écran. L'actualité du PPG. Eh bien, c'est toujours de continuer à mener le combat. Je suis sur Radio Jam, donc j'interviens, j'essaie d'expliquer, de donner le maximum d'informations. Votre blog aussi, hein? Oui, j'ai deux blogs, un blog sur Mediapart, mon blog, et puis on a le site du PPG, le site du PPG. Donnez-le, Jean-Marie Taubira. Le site, c'est partiprogressistguyanais.fr. Voilà, alors apportez vos idées. Si on veut adhérer au PPG, également. Eh bien oui, il suffit simplement de nous écrire. Alors là, il faudrait que je donne l'adresse. C'est 1994, route de Montabo, Lotis Montom. Voilà, tout simplement, tout est dit. Vous êtes le bienvenu sur ce plateau, vous revenez quand vous voulez. Merci. Au plaisir non dissimulé de vous retrouver. Ma chère Vanessa. À bientôt. À très bientôt. Vous êtes mystérieuse aujourd'hui, Vanessa. Pas du tout. Ça vous fait bizarre de revenir, hein? Non. Je suis partie que 2 émissions. Ah non, mais c'était 2 émissions de trop. Hein, en plus, je n'ai pas été prévenu de votre départ. C'est pas vrai. Ça me déçoit beaucoup. Si, je vous ai prévenu. C'est ça, chef, notre émission. Non, voilà, vous êtes là-haut. On vous souhaite une très bonne soirée sur votre chaîne locale. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur. Merci d'être toujours aussi fidèle à Antenne Télé Guyane. Bye bye.